Les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale. Par l'élimination sociale, il est entendu l'isolement social d'un individu par le recours au discrédit et la suppression complète de ses moyens économiques. Le but étant qu'une personne intègre dans la société ne souhaite développer ou poursuivre une relation régulière et amicale avec lui, car un individu normal intègre dans la société et éduqué ne souhaite jamais faire la connaissance d'un nécessiteux, même si celui-ci parvient à démontrer qu'il a un doctorat. L'élimination sociale prend toujours la forme d'un harcèlement, dont celui qui est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé d'affabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Dans une large majorité de cas, les services secrets éliminent socialement un individu lorsque celui-ci, à la fois, est susceptible de porter atteinte à l'ordre public passivement ou activement et n'accepte plus ou pas l'autorité. Plusieurs cas entrent dans cette définition. L'espion étranger qui a été repéré, mais qui refuse de coopérer pour qu'on fasse de lui un agent double. L'agent ou l'employé des services secrets qui cesse d'obéir ou qui trahit. L'individu ordinaire ou la personnalité qui a connaissance d'informations compromettantes pour les intérêts de l'État et qui est à la fois crédible et hautement susceptible de les révéler parce qu'il ne se soumet pas à la manipulation n'est vulnérable à un moyen de pression. Les militants politiques ou religieux qui à la fois est doué d'une capacité à convaincre et à relier d'autres individus à sa cause, mais n'accepte ni la manipulation ni rejoindre un groupe politique officiel, reconnu ou toléré, ni n'est vulnérable à un moyen de pression efficace. L'agent ou l'employé des services secrets qui est puni pour une faute grave. Tous les services secrets du monde pratiquent couramment l'élimination sociale depuis fort longtemps. Dans quelques cas, par exemple, des récits historiques attestent de la forme de l'harcèlement particulièrement sophistiqué, dirigé par exemple contre Voltaire par le roi de Prusse Frédéric II. Dit le Grand, Frédéric le Grand. Lorsque ce dernier comprit que le philosophe et écrivain français avait été envoyé par lui XV, je sais pas ça, pour l'espionner et tenter de l'influencer dans sa politique, Frédéric II n'avait pas voulu s'en prendre violemment et ouvertement à un homme aussi connu et respectable que Voltaire. C'est pourquoi il fit mettre à la disposition du Français une résidence dont ce dernier ne manqua de remarquer, entre autres, que ses murs intérieurs avaient été peints en jaune, couleur de la honte, et du discrédit en Prusse à cette époque, et que la nappe de la table de la salle à manger a été brodée de renard, symbole de la trahison et de la fourberie. On sut de quoi Frédéric II avait fait suivre Voltaire par des agents partout où celui-ci s'est déplacé en Prusse, et juste assez ouvertement pour que ce dernier puisse s'en apercevoir sans pouvoir le démontrer formellement. Typiquement, l'action d'élimination sociale d'un individu par les services secrets est toujours identique dans son principe, quel que soit le pays, puisqu'elle doit agir sur les leviers de l'esprit humain qui ont été expliqués au chapitre précédent, lesquels sont évidemment universels. Par contre, les formes que peut prendre le harcèlement, qui est l'outil, peuvent grandement varier d'un individu à l'autre, selon les personnalités, culture, intelligence de ceux-ci. Par exemple, Voltaire ne pouvait se sentir harcelé parce qu'il était
parce qu'il était cultivé pour savoir que le jaune était la couleur de la honte, et le renard une présentation allégorique de la trahison et de la fourberie. Un individu aux intelligences moyennes et culture médiocre ne serait estimé au contraire. Très heureux d'avoir une belle nappe brodée et des murs fraîchement peints. Il aurait pris Voltaire pour un fou s'il l'avait vu se lamenter, un effet secondaire du harcèlement attendu par son auteur, par les services secrets. Au XXIe siècle, le service de contre-espionnage qui veut procéder à la même manière de Frédéric II, cela arrive fréquemment dans la réalité. Pour faire savoir à un espion étranger ou un individu suspecté de l'être ou quelqu'un qu'on veut éliminer, qu'il ne lui est plus longtemps utile de tenter de le cacher, se débrouilla pour lui présenter ostensiblement par un moyen ou un autre un symbole ou un usage dans son service secret, dont lui seul pourra comprendre le sens. Exemple réel, un petit chien en peluche, ou en figurine dans le cas d'un pays, ou un ours présenté sous le même aspect pour un autre, un œil humain pour un autre encore. L'opinion publique, n'ayant pas couramment connaissance de cette symbolique bien hermétique, celui contre lequel elle a été employée ne pourra raisonnablement s'en plaindre, même à ses proches, sous peine d'être accusé d'avoir l'esprit dérangé. C'est précisément pour cette raison que les services secrets de contre-espionnage en particulier procèdent ainsi. Ces derniers exemples et leurs explications permettent de se faire une idée assez précise d'une des marques caractéristiques d'un harcèlement conduit par les services secrets, car il y en a d'autres que nous allons bientôt examiner. Aussi, on comprend la nécessité pour les services secrets que leurs méthodes de harcèlement doivent toujours être particulièrement difficiles à démontrer par le harcelé. Les premières étapes de l'élimination sociale d'un individu par les services secrets sont souvent, sinon toujours, très similaires à celles de recrutement d'un de leurs employés ou agents, c'est-à-dire que l'élimination commence d'abord par une privatisation plus ou moins rapide des ressources économiques de celui qui est la cible. Ce dernier perd son emploi à la suite d'une manipulation ou d'une intervention quelconque, puis ne parviendra pas à en trouver un autre. Quoi qu'il en fasse, quelles que soient ses compétences, expériences et diplômes, quelle que soit l'ingéniosité qu'il peut déployer pour ce faire, puisqu'il fait l'objet d'une étroite surveillance. Car parce que la recherche d'un emploi de nos jours passe inévitablement par l'usage de l'Internet, du téléphone, du courrier, un service secret aura toujours toute facilité pour devancer ou pour intervenir peu après celui auquel il veut nuire au moment de ses démarches. Il n'existe pas de mot dans la langue de Molière pour nommer cette action d'exclusion économique délibérée, peut-être parce qu'elle n'est pas censée exister, mais il existe bien dans celle de Shakespeare. Blacklisting, littéralement mettre sur une liste noire. Cependant, il semble que la francisation de ce mot anglais soit en cours, avec l'apparition depuis quelques petites années du verbe blacklister, encore réservé par l'instant à l'action d'exclure une personne d'une liste informatique de clients, de membres ou d'abonnés. Il existe d'ailleurs un cas de blacklisting qui est entré dans l'histoire des services secrets, en partie en raison du nom de sa victime, celui de Klep Ustinov, père du célèbre acteur Peter Ustinov,
Klopistinov était un grand intellectuel passionné d'histoire qui fut utilisé comme agent double par les services secrets anglais durant la Seconde Guerre mondiale et qui a rendu d'immenses services aux Alliés. Cependant, comme Klopistinov n'avait jamais été qu'un agent et non un employé des services secrets, Consul avait eu connaissance d'informations dont la confidentialité se poursuivait bien après la fin de la guerre. Les services secrets britanniques le blacklistèrent jusqu'à la fin de ses jours. On lui versa une pension calculée pour suffire à quelques besoins élémentaires, mais ne fut trop peu pour qu'il ne se trouvât obligé de vendre, volume après volume, tous les livres de sa grande bibliothèque. Voyant la dangerosité précarité de Klopp, la dérangeante précarité de Klopp, Uznetov, en regard des importants services qu'il avait rendus à l'Angleterre. Quelques cadres des services secrets tentèrent de lui faire obtenir une petite rallonge à sa pension. De sa pension, mais cette demande fut refusée. Klopistinov mourut dans un état de misère indescriptible, après avoir vendu tous ses livres auxquels il tenait tant, à titre de dédommagement pour les conséquences de ce blasting qui avait été évidemment touché la famille de Klopistinov. Les services secrets donnèrent un coup de pouce à son fils Peter, qui devint ainsi un auteur connu et riche. Il serait possible de présenter un tel chapitre de nombreux cas, plus ou moins similaires à celui de Klopistinov, qui se sont déroulés dans d'autres pays occidentaux, mais comme ceux-ci n'ont pas été officiellement reconnus comme tels, il est impossible de rapporter les noms de leurs victimes sans s'exposer à quelques poursuites. Et à cette liste, on pourrait ajouter celle de personnages qui se sont trouvèrent ou se trouvent encore aujourd'hui dans la très inconfortable situation d'être à la fois réfugiés politiques et détenteurs de secrets d'État. Les pays qui sont assez charitables pour accueillir cela se vont à la demande d'un pays tiers qui ne veut pas le prendre en charge pour des raisons diplomatiques, les prive cependant de tout contact avec la société, ce qui comprend par conséquent l'interdiction de travailler dans une entreprise ou même d'obtenir des revenus qui favorisent une inclusion dans la société. Revenons au cas spécifique de l'individu qui se trouve blacklisté dans le cadre d'une élimination sociale et commençons par énumérer tous les moyens dont usent la plupart des services secrets pour ce faire. On suit de la privatisation du droit au travail, de la surveillance des moyens de communication. On trouve une multitude de moyens et méthodes de harcèlement dont le but commun est d'user nerveusement la cible et de la pousser à agir. Encore un harcèlement par les services secrets est élaboré sur la base d'un fait qui a été maintes fois démontré par les chercheurs et médecins spécialistes de la neurobiologie et de behaviorisme, de la psychologie évolutionniste, de la psychanalyse, des neurosciences en général. Tout être vivant muni d'un système nerveux central réagit à l'agression par un comportement de défense qui peut être passif ou actif, ou les deux. L'homme n'étant pas équipé d'un moyen de défense passif naturel comme le hérisson et le putois,
Il se défend par l'action contre l'agression, même lorsque cette action est peu susceptible d'être payante. L'homme qui est une créature intelligente parce qu'elle a un système nerveux central pourvu d'un néocortex très développé, est cependant capable d'apprendre à différer sa défense ou sa riposte, car grâce à son intelligence, l'homme peut mieux évaluer qu'un animal la force et la tactique de ce qui le menace, et attendre un moment plus propice pour dissuader ou éliminer cette menace. Il peut tenter de fuir aussi, mais il est particulièrement rare qu'il en soit assez fort à la fois nerveusement et intellectuellement pour différer à la volonté d'une action physique de riposte. Par contre, tout le monde a fait l'expérience durant l'enfance en particulier d'être tourmenté par les petites agressions telles que les moqueries, somme toute insignifiantes, mais répétées jusqu'à ce que l'inévitable instant de la colère survienne, assorti d'une gifle, d'un coup de poing ou d'une autre action associée d'une manière du même genre. Mais lorsque l'on est adulte et que l'on se trompe, l'on trouve dans le contexte d'une société civilisée moderne, ce genre d'action peut facilement se solder par une sanction, celle d'une plainte pour coups et blessures par exemple. Pourtant, personne ne peut échapper à cette défense par l'agression, même les plus intelligents, les plus cultivés d'entre nous, parce qu'elle est l'expression d'une pulsion préfabriquée qui provient du cerveau reptilien et non d'une réflexion élaborée dans le néocortex. C'est sur la base de cette connaissance scientifique que les services secrets ont construit une tactique de harcèlement, et une seule, car on le comprend dès lors. C'est uniquement ce geste violent issu de la pulsion qu'il cherche à provoquer délibérément. On trouve donc deux actions et deux visées différentes dans une élimination sociale par les services secrets, complémentaires cependant. Il y a une bonne raison venant justifier la seconde action que nous venons de voir. Le coût en moyens humains et techniques tel l'autre qui implique l'élimination sociale d'un individu, car tant que la cible de cette élimination ne sera pas définitivement discréditée d'elle-même, en commentant l'irréparable sous l'emprise d'une pulsion, il faudra s'efforcer de le faire pour elle, ce que demande d'infinies précautions pour que d'aucuns ne viennent pas à s'en apercevoir et décider de prendre sa défense, de témoigner, contraindre la cible à se trouver en contact régulier avec des marginaux, une autre manière de discréditer contre son gré. L'analogie de la toile d'araignée revient dans ce contexte, mais de cette manière peut être plus évidente, car la métaphore de la mouche qui s'empêtre plus encore dans la toile à mesure qu'elle se débat de manière désordonnée, ces gestes étant condamnés par le même pulsion de lutte, montrent exactement ce qui arrive à l'individu pris pour cible d'un harcèlement organisé. Vous voyez. Mais les humains victimes de sa propre intelligence supérieure, réceptifs à des subtilités que la mouche ne pourrait pas même identifier. Ces subtilités se présentent comme étant des mailles supplémentaires qui, en dépit de leur apparence faiblesse, empêchent encore la proie
de concentrer tous ses efforts sur les plis solides. Ses faibles mailles sont le cynisme et le sourire qui accompagnent toujours l'acte de harcèlement le plus petit, le refus lourd de conséquences prononcées suavement, la mesquinerie récurrente, le comportement faussement infantile, les promesses et les engagements révoqués à la toute dernière minute pour des motifs absurdes, mais légalement justifiables, les multiples hasards malheureux et autres funestes coups du sort, les coups de téléphone bizarres et absurdes qui ne se produisent que très rarement avant, les inexplicables pannes d'électricité, de chauffage, de connexion Internet, de téléphone, de réseaux câblés télévisés, qui ne se produisent que durant les émissions favorites, les attitudes inexplicables hostiles des voisins, des commerçants, le voisin qui ouvre en gros ses fenêtres quand il fait des grillades à chaque fin de mois lorsqu'il n'y a que des pâtes à manger à la maison. Tandis qu'un autre empile bien en vue les boîtes de pizza vides devant sa porte plutôt que de les mettre à la poubelle. Et puis celui de dessus qui organise régulièrement des bruyantes fêtes ou des travaux. On le remarque, tous ces faits sont anodins, bien ordonnés, bien ordinaires. Personne ne serait assez fou pour les prendre comme les preuves d'une quelconque agression. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec laquelle ils se produisent et leur extraordinaire association qui le font devenir ensemble un harcèlement indiscutable et puissant. Ils sont tous pour caractéristiques particulièrement communes et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration dans l'esprit de celui qui en est exposé, pour particulier lorsque ses sources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital et lorsqu'il a été isolé socialement. Car la frustration, lorsqu'elle se prolonge indéfiniment, est un sentiment qui mène inévitablement soit à la dépression, soit à des bouffées violentes, soit au suicide. Et c'est ce qui cherchent les services secrets. La frustration est un barrage à l'action. Elle produit exactement les mêmes que l'inhibition, lorsqu'elle est entretenue et dirigée entre tous les besoins et contre d'intérêt d'un individu. La frustration est un emprisonnement virtuel, sans mire ni barreau visible, un emprisonnement de l'esprit que personne d'autre que celui qui est la victime ne peut voir. Mais quand bien même la cible de cette forme très sophistiquée de harcèlement aurait l'intelligence de consigner dans un cahier toutes ces sources de frustration extraordinairement nombreuses, avec des dates permettant d'en démontrer la normale fréquence, celle-ci devra encore prouver l'impensable, qu'un aussi grand nombre de gens n'ont aucun rapport avéré les uns avec les autres, soit délibérément ligués pour agresser une ou un pauvre personne inconscient, sans emploi qui vit dans une situation de grande précarité. Seule une issue dramatique permettra peut-être de s'interroger sur la cause de cette succession d'improbables hasards, puisqu'elle sera inexplicable. Le témoignage d'un harcèlement par une autre personne que celle
contre lesquels il est dirigé est un incident que redoutent évidemment beaucoup ceux qui en sont les auteurs. C'est pour ce genre de raison, une fois de plus, que les services secrets recrutent beaucoup de juristes, de psychiatres. C'est pour cette unique raison qu'un service de contre-espionnage a dû se résigner un jour à faire aller en prison et à discréditer l'un de ses propres collaborateurs, ainsi que l'a monté un des exemples des chapitres précédents. Il suffit d'une faute d'un agent des services secrets, d'une petite négligence et d'une méprise pour qu'un harcèlement soit constaté par une autre personne que celle contre laquelle il est dirigé. Et c'est tôt que cela arrive. Les psychiatres des services secrets le confirment eux-mêmes. Il n'est raisonnablement plus possible de prétendre devant une cour de juristes que deux personnes puissent avoir des illusions ou des délires absolument identiques. Dans les pays où le pouvoir des services secrets se manifeste plus fortement et plus souvent que ce que prévoit leur constitution, les cas d'élimination sociale y sont anormalement fréquents, ainsi proportionnellement pourrait-on dire. L'opinion publique fait toujours par le remarquer. Elle n'a d'autre alternative dans ce cas que d'ignorer délibérément. Ces histoires de gens sur lesquels la colère des dieux semble inexplicablement s'acharner, par crainte de sanctions similaires ou les dénoncer lorsqu'elles sentent que cette initiative sera encouragée. Ces cas d'élimination sociale discrète, qui est seul un pouvoir ayant la puissance d'un État peut accomplir, sont bien souvent visibles pourtant, car fréquemment, un individu qui est discrètement poussé à bout, selon les méthodes que nous venons de voir, on vient à commettre des actes d'une extrême violence que les médias ne pourront passer sous silence. Ici, un père de famille sans histoire qui a tué tous les siens et a tiré des coups de feu sur les forces de l'ordre ou même sur des simples passants avant de se donner la mort. Ici, un homme à l'intelligence et à la culture au-dessus de la moyenne qui s'est procuré une arme automatique pour ensuite tirer sur des dizaines de personnes, sans raison raisonnable, enfin rationnellement justifiable ou explicable. Là, un policier ou un militaire bien noté qui est soudainement mis à tirer sur ses collègues sans explication ni raison apparente. Les arguments du phénomène d'émulation des jeux vidéo et des films violents ne parvient pas à expliquer tous ces étranges phénomènes d'ultraviolence gratuite, fréquemment suivis de suicides prémédités de leur auteur, que la société ne connaissait pas il y a seulement 30 ans et n'avait jamais connu avant cela. Tous ces cas n'ont pas nécessairement pour cause un harcèlement durable et délibéré, mais un examen approfondi de chacun de ceux-ci met fréquemment en lumière quelques indices troublants et concomitants avec l'hypothèse d'un harcèlement élaboré et discret pour quiconque sait comment il est pratiqué et contre quel profit d'individus en particulier, parce qu'à peu près tous les États modernes pratiquent l'élimination sociale, peu importe la fréquence. Un contenu tactile s'est installé à ce propos. Tacite, c'est un consensus tacite s'est installé à ce propos. Tel pays se montre hésitant à dénoncer de telles méthodes, dont tel autre pourtant son rival, simplement parce qu'il redoute que ce dernier puisse riposter en dénonçant les siennes, et réciproquement. Il ne serait donc pas une bonne idée d'en parler,
Tout au plus, un romancier ou un cinéaste pourra-t-il les présenter à l'opinion publique sous la forme d'une fiction, devant émouvoir les esprits. Cependant, la reconnaissance officielle, cet harcèlement d'État se produisent de temps à autre, c'est-à-dire chaque fois qu'un gouvernement est détrôné par sa propre population. Les harcelés de ce pays sont alors enfin admis comme tels. Ils peuvent librement raconter aux journalistes les sévices qui leur ont été infligés. Personne ne se risque plus cette fois. À l'inverse, personne ne se risquera plus cette fois. À l'inverse, à les accuser de paranoïa et de délire et de schizophrénie. Cette dernière explication permet maintenant de comprendre que les services secrets doivent aussi pouvoir s'en remettre à un consensus tacite avec l'opinion publique, les médias et les autres pays, et même les réseaux internationaux de coopération policière et de justice pour pouvoir couramment pratiquer l'élimination sociale d'individus. Conclusion. Ce chapitre, avec la présentation de deux anecdotes authentiques qui sont parties des missions d'élimination sociale pratiquées par les services secrets et qui ne firent que s'ajouter aux nombreuses autres fracasseries qui furent infligées à leur cible. Cette première anecdote s'est produite dans un pays occidental il y a quelques petites années, dans le cadre d'une mission d'élimination sociale d'un homme marié et père d'enfants, dont les services secrets cherchent à l'obliger à se compromettre pour le recruter comme agent. Des vigiles d'un supermarché avaient reçu la visite d'un officier de police, ce qui n'avait rien d'exceptionnel puisqu'ils entretiennent des relations régulières avec la police pour d'évidentes raisons. Ce policier les avait informés qu'un des clients habituels du supermarché était un voleur de marchandises, récidiviste, bien connu de la police. Le policier avait tout aussi naturellement fourni une description précise de ce voleur et même la photocopie agrandie de sa photo. Ce n'était pas la première fois que ce genre de visite se produisait. Il ne s'agit selon toutes les apparences que d'un travail de collaboration normale entre policiers et vigiles chargés de la surveillance d'un grand magasin. Connaissant cette précieuse information, les vigiles étaient par la suite empressés de suivre et de surveiller très ostensiblement ce voleur, sitôt qu'il l'avait aperçu entrant dans le supermarché. Leur but était de bien faire comprendre à ce dernier qu'il était repéré, étroitement surveillé, et donc qu'il valait mieux pour lui qu'il renonce à tenter de venir voler. Quoi que ce soit ici, il s'agit là d'une technique ordinaire de vigile, qui permet à ces derniers de s'épargner une interception aux caisses, toujours désagréable. L'astuce avait bien fonctionné, en effet, car le violeur intimidé n'a plus remis les pieds dans ce supermarché après cela. Ce que ne pourraient soupçonner ces vigiles, fait collaborateur inconscient, c'est que le voleur dont il s'était débarrassé n'en était pas du tout. Tout comme il ne pourrait soupçonner que le policier qui leur avait donné ce tuyau avait agi ainsi dans le cadre d'une mission confidentielle d'intelligence domestique. Il l'avait manipulé, que ce dernier se voyait parfois confier. Ce policier lui-même ne connaissait pas précisément la portée de cette mission à long terme, car il n'avait pas non plus été chargé de mener une enquête sur cet individu. Il savait juste qu'il s'agissait pour lui d'une petite tâche confidentielle, fort simple à exécuter.
Il savait que quelques-uns de ses collègues, des policiers spécialisés, devraient certainement se charger d'une enquête quelconque sur cet homme. Les services secrets, très intéressés par le recrutement de cet homme qui n'avait pas cédé à un premier recrutement amical, a été arrivé à l'étape du recrutement hostile, en prenant les partis de le harceler jusqu'à ce qu'il finisse par craquer nerveusement et se compromettre du point de vue des vigiles du supermarché, comme ces derniers maillons finaux d'une chaîne de collaborateurs inconscients. Aurait-il pu imaginer une pareille histoire? Il était probable que certains d'entre eux, s'il avait pu l'apprendre, pu aller jusqu'à y croire, ça serait probablement refusé à embêter ainsi cet homme. Peut-être le policier aussi se serait-il montré moins zélé dans le cadre de cette mission. De plus, il ne serait posé plus de questions sur la mission suivante de ce genre, ce qui n'aurait pas été bon, ni pour les disciplines, ni pour la loi. La foi en la mission de protection de la population dont il était ordinairement investi. C'est bien pourquoi les services secrets avaient agi ainsi, en ne fournissant pas à ce policier les véritables raisons de leur demande. Cette seconde anecdote authentique de harcèlement par un service secret concerne cette fois une tentative de recrutement rapide par la contrainte d'un homme qui lui aussi avait déjà eu à subir toutes sortes de pressions en vue de l'affaiblir et de le placer ainsi à terme dans une position si vulnérable qu'il serait prêt à tout pour se sortir d'une situation de grande précarité économique. Cet homme âgé de 35 ans environ et que nous appelons Pierre était un spécialiste hautement qualifié et mené reconnu dans sa profession, raisons ceux pour lesquels il intéressait d'autant les services secrets de son pays, mais il n'était pas moins un chômeur de longue durée, que parvenait à peine de se nourrir ses deux enfants, une situation qu'avaient provoqué ces mêmes services secrets, on le comprend. Pierre vivait dans un revenu minimum versé par l'État et logeait sa mère, elle-même réduite à la même situation précarité que lui, afin qu'elle ne puisse l'aider à échapper à son recrutement. Comme Pierre utilisait l'Internet pour effectuer ses recherches d'emploi et envoyer ses candidatures, il était donc facilement pour les services secrets de savoir quelle entreprise il contactait, et selon le cas, soit de bloquer le transfert de ses mails à son insu, soit d'intervenir après des entreprises concernées pour que ces candidatures soient rejetées, en usant pour y parvenir d'une méthode assez similaire à celle du policier du premier exemple, diffamation, fausse rumeur. Ne comprenons pas tous ces échecs, alors qu'en bien des circonstances, ces profils et expériences correspondaient parfaitement. Pierre, en étant arrivé au stade de la dépression, et est-ce qu'espèrent toujours les services secrets dans tel cas de figure? Nous l'avons expliqué en détail dans un précédent chapitre. La surveillance du domicile de Pierre consistait assez simplement en l'activation à distance de son téléphone afin qu'il serve de microphone espion. Sur la base de cette situation, une équipe régionale des services secrets élabore une petite opération, cependant assez compliquée pour ne pas pouvoir être reconduite par n'importe qui. Le montage de cette opération expliquait en effet l'usage de plusieurs ingrédients et informations précises d'ordre psychologique concernant les victimes, ainsi que nous allons le voir. Durant un samedi après-midi ensoleillé, Pierre déclara à haute voix chez sa mère qu'il partait dans un magasin d'articles de bricolage
qu'il nomma également pour aller acheter une boîte de joints de robinetterie. Sitôt que Pierre eut pris la direction de ce magasin, disons que distant de quelques kilomètres à bord de sa vieille voiture, l'équipe des services secrets constituée pour cette occasion de 5 hommes s'est rendue aussi à bord de 3 véhicules, mais à toute allure pour s'y être avant lui. Lorsque Pierre pénétra dans le magasin, les hommes de l'équipe des services secrets prirent tout d'abord une disposition particulière, car la plupart d'entre eux, n'ayant jamais vu Pierre autrement qu'en photo, ils ne voulaient surtout pas courir le risque de la confondre avec une autre personne pouvant lui ressembler physiquement. 2 hommes de l'équipe déjà à l'intérieur du magasin pensent avoir identifié leur cible et passèrent un test d'identification finale qu'il avait spécialement imaginé pour cette circonstance. Dans l'allée d'un rayon, il s'adressait spontanément à Pierre en anglais pour lui demander si l'on pouvait trouver une manivelle ici. Les hommes de l'équipe de la surveillance avaient été informés que la cible parlait couramment anglais. Il avait donc considéré s'il y avait fort peu de chances pour qu'une personne ne dispose que de la notion d'anglais puisse comprendre de ce que le mot manifold voulait dire. C'était bien vu, en effet, car la cible en répondait en anglais aussi. Demanda celui des hommes qu'il avait apostrophé de quel type de merveille il voulait parler et pour quel usage. Les 2 hommes des services secrets commirent peut-être une bourde en tournant les talons sans répondre. Et un mot plutôt que de demander à jouer leur jeu, à continuer de jouer leur jeu quelques secondes. Pierre resta pantois en regardant ces 2 jeunes hommes mal rasés et mal habillés enfuir littéralement vers la sortie du magasin. Quelques minutes après cette étrange rencontre, Pierre avait fait son achat puis s'est retourné à sa voiture, garée sur le parking du magasin. Il n'avait certainement pas dû prêter attention au fait qu'une voiture s'était placée devant la sienne, juste avant d'atteindre l'intersection de la sortie du parking de la route, qu'une autre l'avait suivi jusqu'à cet endroit. Mais ce que Pierre ne pouvait manquer de remarquer, c'était la petite sacoche en semi-cuir, encore posée sur le toit du véhicule devant lui, à bord de laquelle se trouvait un seul de 5 agents des services secrets, le chef du groupe. Cette voiture ne manquera pas le stop de sortie du parking. Bien au contraire, son chauffeur accéléra violemment pour s'engager sur la route, tout en bifurquant à gauche, dans un crissement de pneus. Bien évidemment, sur l'action de l'inertie, la masse de la petite sacoche posée sur le toit lisse du véhicule glissa d'un coup sec et tomba sur le bitume de la route. On avait procédé à un essai pour en être sûr. Pierre arrêta son véhicule, puis descendit pour aller ramasser l'objet, tout en faisant de grands gestes à la main en direction de la voiture de son propriétaire. Mais le chauffeur ne le vit apparemment pas. De plus, ce dernier avait tant accéléré qu'il était déjà loin. Depuis derrière le véhicule de Pierre, 2 autres de 5 hommes de l'équipe des services secrets observent attentivement toute la scène à travers le pare-brise de leur véhicule. Seconde gaffe peut-être. Ces 2 agents, assez jeunes aussi, jubilèrent et s'exclamèrent en voyant leur cible ramasser la sacoche. Puis, après une pause, remonter dans son véhicule, car Pierre
on se retrouvait retournant, avait remarqué ces deux jeunes hommes, hilar, qui les regardaient, en réaction qui n'allait pas du tout, une réaction qui n'allait pas du tout avec les faits dont ils venaient d'être les témoins. Il marqua d'ailleurs une seconde courte pause, comme pour s'en étonner. Lorsque Pierre fut de retour chez lui, il ouvra la sacoche, bien sûr, et son contenant l'intrigua beaucoup. Celui-ci ne contenait qu'un porte de chéquier, dont seulement quelques chèques manquaient, plus un second neuf de 50 chèques. Quelques talents de chèques, curieusement, n'indiqueraient que des dépenses de vêtements et d'accessoires de sport, de karaté, plus particulièrement rien à propos d'articles de bricolage. Dans le rabat de porte-chéquier, Pierre trouva la carte d'identité du propriétaire, dont les caractéristiques physiques ne pouvaient que le surprendre. Le visage sur la photo ressemblait beaucoup au sien, avec des lunettes en plus. La taille indiquée était la même que la sienne, à 3 cm près. Enfin, il trouva aussi une carte de visite portant un autre nom de celui du propriétaire du chéquier et de la carte d'identité. C'est une carte de visite professionnelle de la défense du pays. Son propriétaire était un major. Et la carte disait que ce militaire était responsable du support technique, sans plus de précision. Tout avait été savement pensé par les recruteurs de Pierre, qui, ainsi que nous l'avons vu, se trouvaient dans une situation de grande précarité. Le succès de cette opération devait utiliser le levier de la survie par l'offre implicite faite à la cible d'utiliser ce chéquier, cette carte d'identité, en se faisant passer pour son réel propriétaire, ce qui eût été aisé considérant sa grande ressemblance physique avec ce dernier. Même l'âge était proche de celui de la cible. Sans doute Pierre considéra-t-il qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté et de choses étranges à propos de ces circonstances qui en avaient entouré la découverte de cette sacoche. Les deux jeunes Anglais qui lui avaient adressé la parole, puis qui s'étaient enfuis avant même qu'il eût le temps de finir et de leur répondre, et les deux autres qu'il allait observer en riant lorsqu'il avait ramassé la sacoche. Enfin, il avait l'étrange contenu de celle-ci, astucieusement défini par les services secrets, pour qu'il lui fasse songer à l'époque, lors de laquelle on avait tenté de recruter amicalement. C'est un psychiatre également, psychanalyste, des services secrets qui avait élaboré toute cette étrange mise en scène, en prévision d'un prochain déplacement de Pierre, en spéculant qu'il devrait construire sa propre interprétation de cette série de petits événements et de ces objets, tout devant être perçu comme des symboles, chéquier, survie, manger, entre parenthèses, réconfort, armée, entre parenthèses, autorité, puissance et pouvoir, major, père, karaté, défense, entraînement, carte d'identité, aux caractéristiques identiques aux siennes, fuite, autre vie, double vie. Le psychiatre avait pensé que l'état dépressif de la cible, qui était connu, et sa situation de grande précarité, qui devait depuis plusieurs années génératrice d'un stress quotidien, devrait pousser celle-ci à agir impulsivement et non par la raison, puisqu'elle était forcément altérée. Le psychiatre avait songé à une tactique particulière qui disait en substance que puisque la cible connaît la cause de son infortune,
un harcèlement par les services secrets auquel l'armée est étroitement associée dans ce pays. Alors voyant tous ces symboles qui convergent vers l'hypothèse de l'armée ou de ces mêmes services secrets dans son esprit, elle serait tentée de transformer sa trouvaille en une occasion de se venger des souffrances qui lui ont été infligées. C'était une idée de manipulation très sophistiquée, trop certainement. En effet, l'idée d'utiliser un ou deux chèques était très tentante pour un homme se trouver dans la situation de Pierre, ne serait-ce que pour finir le mois convenablement et faire un plaisir à ses enfants, auxquels il ne pouvait jamais rien offrir depuis plusieurs années déjà, hormis des bonbons et des jouets achetés d'occasion, et après quoi il aurait eu qu'à se débarrasser de la sacoche et de son contenu. La seconde surprise que l'on avait préparée pour la cible se produise lorsqu'elle décida de rechercher le numéro de téléphone du propriétaire du chéquier pour le prévenir qu'elle avait trouvé sa sacoche. Les adresses des chéquiers étaient différentes de celles de la carte d'identité, mais le nom identique ne figurait pas dans l'annuaire, ni à la première adresse, ni à la seconde, car la cible se méfiait de la police, pour d'évidentes raisons dans son cas très particulier, d'une recrue harcelée. Il ne voulait donc pas tout simplement déposer cette sacoche dans un commissariat. La cible téléphona à la mairie au lieu d'une de deux adresses, un petit village, pour tenter de prévenir ainsi le propriétaire de la sacoche. Ce dernier nous rappela finalement la cible que le lendemain, et rendez-vous dut être pris pour une restitution, après que l'homme ait tenté en vain, tant la suspicion, une évidente crainte s'était installée d'obtenir que ce soit le major de la carte d'identité de visite qui ait pris cette tâche en charge. Et pour cause, nous allons le voir. Cette tentative de compromettre la cible n'avait pas marché. L'équipe de surveillance le comprit aussitôt. Sinon, voici ce qu'il avait prévu dans le détail. Connaissant fort bien l'adresse de celui qui avait trouvé sa sacoche, le chef de l'équipe des agents des services secrets n'aurait pas eu beaucoup de peine à aider la police à le confondre. Peu après qu'un premier chèque portant une signature imitée aurait été utilisé. Mais avant d'en arriver là, la cible avait été contactée par le major, celui dont le nom figurait sur la carte de visite, lequel lui aurait proposé le marché suivant: se faire arrêter par la police ou devenir une recrue, obéissant au doigt et à l'œil, en échange de la seule promesse de ne pas être inquiété.